Je suis conscient que nombre de gens sont des activistes, des membres du comité, avec une implication importante à la cause de la justice pour les Palestiniens. Je voudrais rendre hommage à votre activisme et à l'importance qu'il a. Je voudrais dire quelques mots sur l'apartheid en Afrique du Sud, après un petit peu mon voyage personnel. Et comment j'ai changé à propos d'Israël et de la Palestine, comment je suis venu là-dessus. Et je vais faire la connexion entre les deux, sur le travail que je fais avec mon collègue Tandikaya, qui est aussi un collègue à l'Institut. Son travail principal, c'est pas de mettre un casque pour écouter ce que les gens disent, mais il a énormément d'autres fonctions. Alors, je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Quelle était la nature de l'apartheid? Souvent, les gens disent que l'apartheid était le même, que c'est la même chose que le racisme aux États-Unis. Et je voudrais dire que le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, c'était la même chose que la lutte contre l'apartheid. Bien sûr, il y avait quelque chose de commun. C'était le racisme, bien sûr, et la justice. Mais, si vous prenez la lutte aux États-Unis, les gens aux États-Unis se battaient, les Noirs se battaient pour les droits sous les droits constitutionnels, parce que les droits étaient inscrits dans la Constitution. L'égalité pour tous, c'était inscrit. Mais ce n'était pas du tout l'expérience des Noirs au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le mouvement des droits civiques. Nous, c'était une lutte de libération, ce qui était différent en Afrique du Sud. Pourquoi c'était une lutte de libération? Parce que le problème, c'était la Constitution, c'est la différence. C'était l'actuelle Constitution à l'époque de la République sud-africaine qui excluait la majorité de la population du pouvoir politique. Elle disait, j'ai parlé avec des étudiants ici, et je leur disais, avec des étudiants, la moitié du Luxembourg n'a pas le droit de vote, donc c'est une sorte de quelque chose en commun à Luxembourg. Les gens peuvent s'identifier avec avoir le vote et ne pas avoir le vote, car la moitié de la population est étrangère. Donc si je parle là-dessus, c'est que le problème était la Constitution en Afrique du Sud. La majorité en Afrique du Sud était exclue. Mais il faudrait ramener l'apartheid à 3 niveaux. Nous avions un micro-apartheid, un méso-apartheid, un macro-apartheid. Le micro-apartheid, c'est le moins signifiant des apartheids, mais le plus visible. C'était le petit apartheid. Par exemple, les signes sur les bancs publics qui disaient « Whites only », uniquement pour les blancs. À l'entrée des immeubles réservés aux blancs, des pancartes, ou jamais « Black only », ou alors écrit « non-white », pas « non-blanc ». Et ça, c'était important, parce qu'il y avait les blancs, et les blacks, et les noirs étaient décrits comme étant non-blancs. Donc, vous comprenez la nuance. Je me rappelle arrivant dans un building en Afrique du Sud, j'ai dû sortir mon visa étudiant et devant les deux ascenseurs, il y avait écrit uniquement pour les blancs, premier ascenseur, et l'autre pour les non-blancs et les objets. C'est-à-dire, l'autre ascenseur était réservé aux non-blancs et aux objets. Il y avait inscrit ceci sur la pancarte. Voilà comment il est traité les gens dans leur propre pays. Le micro-apartheid. C'est la chose que vous voyez toujours. Et les gens qui venaient visiter
le pays affrontait ces signes visibles. On est white, seulement blanc, seulement blanc, seulement blanc, ou non blanc, non blanc, non blanc. C'est la première chose que vous voyez. C'était frappant quand vous veniez en Afrique du Sud comme visiteur. À la fin de l'apartheid, ils ont enlevé tous ces symboles. Ça leur a rien coûté. C'était facile d'enlever les signes, ça ne coûtait rien. Mais la substance de l'apartheid est restée. Ensuite, il y a eu l'apartheid au niveau moyen, ou méso-apartheid. Et cela se réfère à la division entre les quartiers, dans les aires citadines, car il y avait une législation sur les quartiers. Et donc tout le monde vivait dans les banlieues par loi, selon leur race. Donc nous, les Blancs, nous avions les plus beaux quartiers réservés, et les gens de race mixte avaient les quartiers les pires, et les Blancs les meilleurs quartiers. Il y avait d'autres divisions, bien entendu, c'était pas juste à deux niveaux. Si quelqu'un venait par exemple d'Inde, donc ça c'était l'apartheid moyen, donc la division de l'ère de la citadine en catégories raciales. Ensuite, il y avait la macro-apartheid. Le macro-apartheid, c'était la division de tout un pays. Et ceci, l'apartheid politique, c'est quand le Parti national est arrivé au pouvoir en 1948. Mais la loi selon laquelle les Noirs n'avaient pas les mêmes droits et souffraient, elle est arrivée en 1910, après l'Anglo-Boer War. Mais l'oppression raciale date depuis 300 ans. Mais spécifiquement, ce macro-apartheid voulait signifier que légalement, les Africains avaient 40% de la terre. Et les Blancs avaient 87% de la terre. Bon. Pardon, 14, je me suis trompé, excusez-moi, 13% pour les Noirs et 87% pour la communauté blanche, excusez-moi. Et donc ça date de 1940, cette législation, jusqu'en 1940. Donc les Blancs avaient 87%, alors que les Noirs, qui étaient la majorité, avaient 13% de la terre, 13%. Mais le régime de l'apartheid était celui donc le régime d'apartheid qui fixait toutes les lois, et donc le but c'était de diviser pour mieux régner. Donc le problème avec l'apartheid, c'était qu'il y avait 5 millions de Blancs et 43 millions d'Africains, quelques millions de Métis, quelques centaines de milliers d'Indiens. Donc le problème était, les Blancs sont cette minorité, mais et en face, vous aviez le gros bloc de 45 millions de personnes. Ok, ce que nous allons faire, essayons de diviser les Noirs entre différentes tribus. Car tout ce qu'ils voulaient faire, c'était de transformer les populations noires en une série de minorités. Donc, alors je disais, j'avais parlé des 13% de la terre. Ces 13% des terres étaient divisées entre 10 homelands, ou Bantoustan. Mais il y avait trop de gens, donc c'était pas possible. Donc ils vont faire 2 pays. Il y en a un Ciskei et le Transkei. Et donc, à travers leur ingénierie sociale, voilà, nous sommes la majorité. Nous sommes 5 millions de Blancs. Et ici, il y a 2 millions. Ici, il y a un autre 1 million.
certains de ces pays mythiques euh, étaient divisés en 7 parties qui n'étaient même pas connectées. Cette division dans chacun de ces puzzles de pays va devenir un pays indépendant. Et 3 d'entre eux, le Ciskei, le Transkei, le Botswana, ont été déclarés des pays indépendants. Les seuls qui les ont reconnus étaient l'Afrique du Sud et Israël. C'est les deux seuls qui les ont reconnus. Aucun autre pays n'a reconnu ces pays dans le monde, ne les a reconnus. Ces pays comme de véritables nations. Car ce qu'ils ont fait, c'était d'avoir des marionnettes, avec des marionnettes noires, qui étaient des leaders, qui étaient présidents, premiers ministres, mais c'était des marionnettes. Donc, c'était la manière de diviser le régime sud-africain. D'un côté, il y a cette politique de diviser. Et vous avez une hiérarchie de l'oppression, où les Blancs avaient le mieux, les gens, les métis, ils avaient les miettes, ils avaient quelques bénéfices. Ils étaient moins bien que les Blancs, mais mieux que les Noirs. On parle des métis. Par exemple, si quelqu'un était payé 100 €, un métis était payé 80 €. Un Indien était payé 60 € et un Africain était payé 40 €. Donc voilà, le but c'était de diviser pour mieux régner. Et on le voyait dans chaque détail de la vie quotidienne. C'est la même chose dans les prisons, en Robben Island, où Nelson Mandela a été une grande partie de sa détention. Les prisonniers africains étaient obligés de porter des shorts. C'était une manière, de dire que c'était des enfants. Alors que les Blancs pouvaient porter un pantalon, mais c'est une manière de dire. Alors que les autres pouvaient porter des pantalons. Les Indiens avaient le droit d'avoir plus de sucre et les métis que les prisonniers noirs. La seule manière d'égalité, c'était quand ils exécutaient, parce qu'ils utilisaient la même balle. Et ils exécutaient des gens. Chaque jeudi, il y avait 7 personnes qui étaient exécutées. Certains savent que l'histoire de la mouvement de libération nationale, pour les 50 premières années, nous sommes battus de manière non violente. C'est juste après le massacre à Sharpeville, quand des dizaines de personnes ont été massacrées en 1960, que l'insurrection a débuté. Il faut savoir que dans les pays de l'Ouest, au bout de 5 minutes, vous prenez des armes. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il a fallu des décennies pour que les gens en aient assez et prennent les armes. Alors donc d'un côté, nous avions divisé pour mieux régner, et de l'autre côté, le combat pour l'unité. Et si vous regardez l'histoire, c'est le combat pour un nationalisme qui est devenu de plus en plus progressiste et de plus en plus inclusif. Donc, cela a commencé avec le nationalisme africain, qui inclut également le Botswana et les autres. Donc, des formations régionales. Le premier président de l'ANC, donc il faut absolument s'unifier. C'était son message, il fallait s'unifier.
Donc vous aviez ce nationalisme qui était réinterprété, tout inclus, pour inclure les Indiens et les Métis. Et ensuite, à la moitié des années 80, le mouvement de libération nationale doit également inclure les Blancs à partir des années 80, pour que ce soit un mouvement d'une qualité absolue. Il est important de réaliser qu'il y avait un côté théologique dans cette bataille. Pour les Blancs d'Afrique du Sud, ils avaient l'impression d'être guidés par Dieu de génération en génération. Donc ils étaient persuadés de reproduire ce que Dieu avait fait, et pour justifier ce crime contre l'humanité. Donc voilà ce qu'était l'Afrique du Sud, sud-africain. J'espère que je vous ai donné une première vue sur cet apartheid. Plus d'1 million de personnes ont perdu la vie à cause de ce cauchemar qu'était et cette politique atroce. Comme l'a dit Patrick, il m'a introduit. Je suis né en Nouvelle-Zélande. Et comme beaucoup de chrétiens à travers le monde, Israël, c'est l'État sacré. Mais une partie de mon éducation, que déjà avant 1948, je le savais, qu'Israël et la Palestine, c'était simplement un désert. C'était ça dans mon éducation, ce qu'on m'avait dit. Après la Deuxième Guerre mondiale, après l'Holocauste, les Juifs sont venus de toute l'Europe et le désert s'est transformé en oasis. Ils ont fait fleurir le désert. Et il n'y avait aucune mention dans ce qu'on m'avait appris dans mon éducation sur les gens qui vivaient là. Et là, je vous parle de la vue religieuse que l'on nous a inculquée. J'étais un membre de l'ANC, donc je faisais partie du mouvement de libération en Afrique du Sud. Et comme tous les mouvements de la libération, nous avions une identification avec l'OLP et avec le combat des Palestiniens. Et donc nous avions une sorte de lien entre gens oppressés. Donc rencontrer les Palestiniens et commencer à écouter leur histoire m'a permis, personnellement, sur un autre voyage d'études, un voyage de compréhension. Au-delà des années, j'ai rencontré un grand nombre de gens de foi, genre religieux, pro-israéliens, qui sont partis là-bas et qui sont rentrés pro-palestiniens. En fait, ils ont été changés par l'expérience de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Alors ce soir, je voudrais revenir. Tony Kara et moi faisons partie d'une institution qui travaille sur la mémoire. Et il y a quelques années, en Californie, on nous a demandé en Californie d'animer un atelier avec des Palestiniens d'un côté et des Juifs vivant aux États-Unis de l'autre côté. Ce n'est pas des Israéliens, c'était des Juifs vivant aux États-Unis et les Palestiniens étaient en exil de Palestine, de partir de Palestine. À un moment de l'atelier, j'étais avec un collègue qui facilitait, qui servait de facilitateur dans un petit groupe. Et chaque groupe était à moitié palestinien, à moitié juif, donc des juifs américains à moitié. Mon ami, à un moment, va aux toilettes. Il est revenu quelques minutes après.
Les gens étaient en train de se crier dessus, il y avait une ambiance incroyable, une tension. Alors ils ne savaient pas comment faire. Avant qu'il parte, qu'il aille aux toilettes, les gens étaient en train de parler, de s'échanger des histoires. Il va aux toilettes, il revient, et les gens sont en train de se disputer. Pourquoi? Parce qu'un des Palestiniens a dit, car c'est exactement ce qui se passe, comme l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc un Palestinien a dit ça. Et donc en fait ce commentaire, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Donc c'était une expérience que j'avais envie de partager avec vous. Une autre expérience, c'est en Afrique du Sud. Un nombre disproportionné de juifs s'identifient avec le combat en Afrique du Sud. Un certain nombre de juifs n'avaient aucun problème avec l'apartheid. Mais une grande proportion étaient juifs et étaient contre l'apartheid. Et qui se sont battus contre l'apartheid. Et aujourd'hui, un des anciens membres de cabinet est juif. Il était ministre d'État sous le gouvernement de Nelson Mandela et Thabo Mbeki, son successeur. Après, retour à la démocratie, la communauté juive en Afrique du Sud a dit « c'est un des nôtres, c'est un de nos héros. Nous avons ce grand homme qui est juif, qui s'est battu pour libérer l'Afrique du Sud. » Ronnie s'est de plus en plus identifié avec le combat des Palestiniens. Et maintenant, ils disent ce n'est pas un véritable juif, c'est un soi-disant juif. Est-il juif d'ailleurs? Certains se le disent. Donc, je voudrais juste focaliser un moment, concentrer un moment, car ce qui arrive quand les Juifs critiquent l'État d'Israël, c'est la même chose comme nous, les Blancs, qui avons rejoint le mouvement de libération contre l'apartheid. Car on nous a désignés comme des traîtres à la race blanche. Et nous disions non, 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 nous sommes loyaux à l'humanité. Nous sommes loyaux à l'humanité, c'est ça qui est important. Donc, en Afrique du Sud, si vous critiquez l'apartheid, vous n'êtes pas solidaire. Et là, c'est la même chose. Ceux qui critiquent Israël, les Juifs, ne sont pas loyaux à l'identité juive. Donc vous comprenez la chose qui est en commun. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est mon frère Michel, qui est à côté de moi, s'est référé à l'apartheid israélien. Ce mot apartheid est très important en Afrique du Sud. Et il y a un soutien de plus en plus important pour les Palestiniens. Car nous l'avons vu en Afrique du Sud comme une question de justice. Et là, les organisations qui prouvent la solidarité avec les Palestiniens ont pris ce qu'ils ont fait avec les 3 mêmes cartes, celle que j'ai vue ici, regardez à l'entrée, qui montre la taille de la Palestine en 1948 et la taille de la Palestine donc en 1946, 47, 67 et 2007. Elle est à l'entrée, vous pouvez la voir. Donc pour les Africains du Sud, déjà en tant que Sud-Africain, et tant que mon gouvernement est impliqué, nous croyons encore en la solution en 2 États. Nous croyons que nous pensons que l'État israélien doit exister et qu'il doit y avoir, bien entendu, un État viable palestinien.
viable. Et les exemples que je vous ai donnés à propos des Juifs qui s'opposent à la politique israélienne, c'est extrêmement important, car il montre à la réalité que nous ne sommes pas antisémites, nous ne sommes pas anti-juifs, mais nous sommes contre un système diabolique, un système qui nie les droits fondamentaux humains. Récemment, il y a trois choses en Afrique du Sud, 3 personnes au sein du Conseil national des instances juives. Pardon, excusez-moi, le Conseil national des églises sud-africaines. Donc il y a un président et 2 vice-présidents. Et donc ce qu'ils ont dit, c'est que la situation en Israël est pire que l'apartheid. Elle est pire. Les gens qui disaient ceci sont des Sud-Africains noirs qui ont souffert de l'apartheid, qui ont été torturés sous l'apartheid, qui ont été emprisonnés durant l'apartheid. Mais lorsqu'ils ont été de nos jours en Israël, les raisons pour lesquelles ils disent, c'est parce qu'il y a une occupation. Et donc, c'est un caractère militaire qui fait qu'elle est pire, ce caractère militaire avec l'occupation israélienne, pire qu'en Afrique du Sud. Mais aussi, en tant que Sud-Africains, nous sommes un pays qui représente la négociation. Nous savons le coût de la guerre. Et nous sommes impliqués en tant que personnes pour négocier. C'est un pays. Oui, nous pouvons fournir nos bons offices pour assister dans les négociations, car nous avons une spécialité avec ça. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est ceci. Dans notre travail, je vais faire référence à un grand Sud-Africain qui était président de l'ANC, il a pris Nobel de la paix. Alors ceux qui sont des victimes, excusez-moi, j'ai du mal à traduire. Alors il y a beaucoup de contextes dans le monde. Ah voilà, il y a une compétition de la victimisation. Chacun affirme, nous sommes les vraies victimes, chaque côté, dans les conflits. Et donc ce que nous justifions ce que nous faisons parce que nous avons peur que cela nous arrive. Et donc, je voudrais vous dire que l'horreur et l'échelle de crimes contre l'humanité, de génocide qu'il y a eu dans le monde contre les Juifs, ce n'est pas du tout une raison qui permet de justifier ce que l'État d'Israël fait aux Palestiniens. Car les lois sous lesquelles les Palestiniens souffrent quotidien, alors que les Juifs israéliens n'en souffrent pas. Et ce qui me préoccupe, dans mon institution, à propos de la mémoire où je siège, la morale, oui, à propos du terrain. Donc, je m'identifie à la cause palestinienne. Et donc, ce qui me préoccupe, c'est la question de la terre. Quelle Palestine il y aura? Car il y a toujours un danger. Car nous, soyons romantiques avec la cause avec laquelle on défend, donc avec les Palestiniens. Donc, l'oppresseur, moi, je suis concerné aussi bien par les Palestiniens et par les Israéliens qui ont une opportunité de régler et de sortir tout ce qu'ils ont eux à travers le voyage qu'ils ont fait ensemble, à travers l'oppression qu'ils ont subie. Car la plus grande tragédie, ce serait que les Palestiniens deviennent des oppresseurs comme ils l'ont été pendant des années.
plus grandes critiques de Jésus, c'était les leaders juifs, pas contre l'occupation romaine, parce qu'ils se disaient qu'il ne serait pas mieux que Rome. Merci beaucoup. Ce n'est qu'une première partie où le Père Michael intervient. Nous nous sommes divisés le temps en 3 moments. Un moment où il intervient pour présenter sa première approche, un moment où j'interviens pour présenter l'approche de l'apartheid en Israël et faire apparaître 2 ou 3 différences que j'estime vraiment fondamentales et que je raccrocherai à l'une ou l'autre chose que le Père Michael a dite. Et puis, je terminerai par quelques ouvertures, un peu comme lui l'a fait. Et puis, il reprendra, après moi, pour réagir à ma présentation et aux ouvertures qu'il a faites. Et après, le 4e acteur, le 3e acteur, ce sera vous, à vous d'intervenir dans une discussion et un dialogue plus large et plus ouvert. Je crois qu'il est important de bien prendre la mesure de ce qu'on entend par apartheid lorsqu'on parle de l'apartheid israélien. Ce concept est loin de faire l'unanimité et il a mis du temps à gagner en importance et en reconnaissance. Je vais laisser tomber un certain nombre de choses qui se rapportent à cette histoire, mais en 1998 déjà, Edward Said et d'autres intervenants dans une émission de la BBC parlaient déjà en termes d'apartheid. En 2002, Marwan Bishara, un des grands historiens palestiniens, y a consacré de nombreuses pages. Un peu après, Avi Primor, ancien ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne, condamnait la stratégie sud-africaine d'Ariel Sharon. Et le quotidien Haaretz, un grand quotidien israélien, évoquait en janvier 2011, il y a 3 ans, un glissement sur la pente de l'apartheid. Il y a 5 ans, lorsque le tribunal recèle sur la Palestine, auquel a participé Roni, dont tu parlais, oui, c'est ça. Le tribunal recèle sur la Palestine envisageait de prendre comme hypothèse d'une de ses sessions, comme hypothèse, le concept d'apartheid, pour qualifier ce qui se passe en Israël. Beaucoup de militants, beaucoup de mouvements et de groupes étaient dans le doute, ne soutenaient pas cette approche. Ils ne pensaient pas que que l'on ne pouvait pas qualifier Israël et la situation en Israël par les caractéristiques de l'apartheid. En fait, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, c'est que beaucoup de gens confondent l'apartheid tel qu'il a été pratiqué en Afrique du Sud avec la convention, les conventions qui ont été produites par après, c'est-à-dire la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, puis la Convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, donc en 1973. L'apartheid d'Afrique du Sud et l'apartheid israélien, nous devons les confronter à ces conventions. Il ne faut pas d'abord les confronter entre eux, d'abord dire que c'est la même chose alors qu'il y a le référent, ce sont effectivement ces 2 lois. Donc c'est à l'aune de ces conventions et des divers autres textes qui ont été produits par après que le tribunal recèle, et puis bien d'autres après, et Julien Salingue, dont vous trouverez le livre là-bas, qui est un excellent ouvrage parmi les derniers là-dessus, c'est à l'aune des conventions, des 2 conventions dont je viens de parler, qu'il faut situer l'apartheid israélien. Et c'est ce qu'on a fait au tribunal Russell lors de la session qui a été tenue au Cap en Afrique du Sud, avec la participation de personnalités du monde entier. Mais je ne me base pas uniquement là-dessus, je me réfère d'abord aux conventions internationales. Alors, est-ce que le crime d'apartheid, au sens juridique du terme, le crime d'apartheid, se vérifie dans le cas israélien? En fait, la définition juridique de l'apartheid éclate en 3 éléments. Ces 3 éléments sont-ils présents dans le cas d'Israël? Ils le sont, et très clairement. Les 3 éléments, c'est: a-t-on affaire à 2 groupes
ratio, disait-on à l'époque, dans les années 60 et 70, à deux groupes raciaux distincts, identifiables, par rapport auxquels les relations d'apartheid vont s'instaurer. Ce problème-là, cette question-là ne fait pas grand problème au niveau israélien, palestinien, palestinien d'Israël. Il y a bien là deux groupes raciaux. Je vais passer cette première condition. Mais cette condition doit être établie. Deuxièmement, deuxième critère, des actes qualifiés de inhumains. On peut leur donner beaucoup d'autres qualifications, mais le droit parle d'actes inhumains sont commis à l'encontre du groupe subordonné découlant d'une politique. Alors, ces actes, ces pratiques ont été répertoriées de multiples manières, à de multiples reprises, par des instances très diverses, des ONG israéliennes et palestiniennes, des organisations des droits de l'homme dans le monde entier, l'UNRWA, l'OCHA, la Banque mondiale, les rapporteurs spéciaux des Nations unies, le juge sud-africain Goldstone, malgré ses rétractations, les chefs de poste à Jérusalem, etc. Donc ces actes ne sont plus à répertorier ou à collecter, on l'a fait. J'en rappelle seulement les 4 ou 5 principales catégories, donc, qui sont à ranger du point de vue de la Convention contre le crime d'apartheid dans ces actes dits inhumains. La privation de la vie à de large échelle par le biais d'opérations d'incursion militaire, d'exécutions ciblées, de recours à la force mortelle, même dans les manifestations, etc. La torture et les mauvais traitements, la privation généralisée de la liberté et les arrestations arbitraires, les détentions administratives, etc. Tout ce qui est lié au système pénitentiaire. Troisième chose, les violations systématiques de droits de l'homme qui empêchent le développement palestinien et maintiennent les Palestiniens à l'écart de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Les réfugiés palestiniens déplacés sont eux aussi victimes d'apartheid. Les politiques de transfert forcé des populations. On en prendra un exemple tout à l'heure. Les droits civils et politiques des Palestiniens sont sérieusement limités, y compris les droits de circulation et de séjour, ainsi que les droits à la liberté d'opinion et d'association. Je vais vite parce que c'est une énumération qui n'est qu'un rappel. Les droits socio-économiques des Palestiniens dans les domaines de l'éducation, de la santé et du logement. Depuis 1948, je termine avec cette catégorie-là, des politiques concertées et systématiques de colonisation et d'appropriation des territoires. Et de par sa législation et ses pratiques, l'État d'Israël a séparé et continue à séparer, au sens strict du terme, les populations juives israéliennes et palestiniennes, leur a alloué des espaces différents. Et dans ces espaces, le niveau et la qualité de la vie, des infrastructures, des services et l'accès aux ressources sont très, très inégaux. Et tout cela débouche sur la fragmentation que vous pouvez visionner sur la carte en négatif, qui se trouve au fond de la salle, sur une fragmentation territoriale généralisée et sur la création d'une série de réserves et d'enclaves séparées. Michael a parlé d'Ibantoustan. Nous avons des espèces de Bantoustan, mais les Bantoustans, si vous regardez la carte, sont séparés entre eux. Il ne peut pas y avoir de circulation, etc. C'est un des aspects importants. Donc, des actes inhumains que j'ai vite rappelés à travers ces quelques catégories. Troisième critère, très important, c'est le caractère systématique, institutionnalisé de domination d'un groupe sur l'autre. Michael a parlé de constitution en Afrique du Sud. En Israël, il n'y a pas de constitution, mais il y a une multiplicité de lois, de règlements, etc., qui légifèrent sur ce que je vais dire. Donc, les actes dont on vient de parler ne sont pas isolés ni fortuits. Ce ne sont pas seulement des accidents. Ils sont répétés et systématiques. Ils sont enracinés dans la législation, ils sont reconnus dans des institutions officielles et peuvent être qualifiés d'institutionnalisés. Le système juridique israélien octroie un statut privilégié aux juifs par rapport aux non-juifs par le truchement très important
de ces lois sur la citoyenneté et sur la nationalité juive. La nationalité israélienne n'existe pas. Il existe la nationalité juive et la citoyenneté israélienne. Et en fonction de cela, donc, il existe en Cisjordanie, par exemple, 2 systèmes juridiques entièrement séparés, qui ont été bien montrés encore dans une émission qui est passée sur Arte il y a 2 ou 3 mois d'ici. Donc un système juridique, des systèmes juridiques entièrement séparés, avec un vaste écart entre les procédures et les peines appliquées dans l'un et dans l'autre. Une dernière chose qui montre la complexité, c'est que, contrairement à la législation sur l'apartheid, où il y avait une série d'actes et la Constitution, en Israël, on a affaire à une multiplicité de lois, d'ordre militaire, de réglementations dans lesquelles personne ne peut s'y retrouver et qui ne sont pas perceptibles, visibles facilement, mais qui sous-tendent tout le système. Et dernière chose, pour terminer avec cette première approche, ce régime discriminatoire se manifeste bien sûr avec des formes et sous des intensités différentes à l'encontre des principales catégories de Palestiniens qui existent là-bas, sur place, selon le lieu de résidence. Les Palestiniens qui vivent sous le régime d'occupation et le régime colonial dans les territoires palestiniens occupés, et les citoyens d'Israël, les citoyens palestiniens d'Israël, qui représentent 1/5 de la population. Et la définition de l'apartheid et ses diverses formes s'appliquent de manière semblable aux deux, mais avec des formes différentes. J'en termine avec ça pour ce qui est d'appliquer à la situation israélienne. On peut en reparler après, et Michael peut-être aura des choses à ajouter. Je voudrais m'arrêter quelques minutes sur les spécificités du système israélien et sur des approches complémentaires. Parce que pour décrire ce qui se passe en Israël, il est tout à fait incomplet de parler d'apartheid au sens où je viens d'en parler. D'autres torts et d'autres crimes sont commis en Israël qui relèvent d'autres problématiques, mais qui viennent les compléter et les renforcer et se surajouter. Ce qui fait une part de la spécificité de la situation. On y reviendra aussi avec Michael tout à l'heure. Et précisément, les gens qui ont travaillé sur le tribunal Russell, mais aussi beaucoup d'autres, ont mis en évidence 3 ou 4 autres approches. Je dirai quelques mots de l'une d'entre elles. Nous avons affaire en Israël aussi à un sociocide. Sociocide, c'est tuer, c'est faire mourir à petit feu une société. La destruction systématique de l'essence d'un groupe social, de tous les éléments qui font qu'il s'agit d'un groupe et pas seulement d'individus, avec à terme, si le processus continue, la destruction du groupe lui-même. Une destruction aussi généralisée et systématique de certaines structures sociales et politiques palestiniennes et les empêchements matériels et autres à créer ou à maintenir, à développer, à améliorer ces structures. Cela se vérifie en Palestine aujourd'hui. Un troisième élément qui est en rapport avec cette approche du sociocide, Israël viole clairement le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Les obstacles mis par les autorités israéliennes à l'organisation des Palestiniens en tant qu'entité nationale sont généralisés et systématiques. Je ne vais pas m'y arrêter, on peut y revenir aussi. La plupart des actes qui constituent un sociocide et dont je ne viens d'évoquer que quelques-uns sont déjà condamnés par le droit international positif actuel comme étant soit des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ou des crimes d'apartheid. Il y a les trois. Et cela en vertu de la CPI, la Cour pénale internationale, des conventions de Genève, les conventions sur l'apartheid, etc.
et un type de destruction qui illustre bien, qui concrétise bien cette approche par le sociocide est particulièrement évident dans le cas des Bédouins, hein, les Bédouins palestiniens qui vivent dans le Negev israélien, hein, le Nakab en arabe. J'ai ici toute une citation qui nous permettrait de bien clarifier ce qu'il en est à propos des Bédouins. Il y a aussi dans le livre qui se trouve là-bas tout un chapitre qui montre comment les Bédouins, effectivement, sont en processus de sociocide. Il y a 2 ou 3 autres concepts qui sont aussi utilisés, 2 ou 3 autres approches, qui illustrent chaque fois des aspects différents et complémentaires. Ainsi, le sociologue israélien Baruch Kimmerlach, un Israélien, qui, lui, parle de politicide, tuer une société politique à travers, comment dire, la paralysie de ses institutions, etc. Je n'entre pas dans les détails. D'autres recours au concept de colonialisme et de nationalisme. Et il y a toujours un petit quelque chose de vrai là-dedans. Il y a une partie qui est vraie. Et colonialisme et nationalisme par lesquels ces personnes définissent ce qu'ils appellent, et ce que je crois on peut appeler, le sionisme politique et idéologique présent dans l'État d'Israël. Il y a enfin un dernier concept qui est de plus en plus utilisé, auquel recourent même des instances internationales, même des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, qui est le concept de nettoyage ethnique. Ilan Pappé, le grand historien israélien qui a travaillé beaucoup sur 1947-49, hein, a parlé, un des premiers, hein, de nettoyage ethnique, mais d'autres l'ont fait avec lui, d'autres nouveaux historiens israéliens. Qu'est-ce que tout cela a en commun? Apartheid, sociocide, politicide, nettoyage ethnique, etc. Qu'est-ce que tout cela a en commun? C'est que ces systèmes nient, détruisent ou éliminent une ou plusieurs dimensions des Palestiniens comme personnes, du peuple palestinien et de ses conditions d'existence. Nient, détruit ou élimine. D'autre part, sépare les Israéliens et les Palestiniens, sépare les Israéliens juifs des Israéliens arabes, ou tend à les faire fuir, à partir, à, comme disait un colon, en utilisant une brosse. Il faut les chasser. Moins il y en aura, mieux ce sera. C'est ce que disait clairement un colon dans le film de Eyal Sivan, et lorsque les 2 cinéastes les interrogeaient. Oui, en 47-48, il a bien fallu... Alors, donc j'en arrive aux spécificités de l'apartheid israélien. Je crois que l'apartheid israélien et l'apartheid sud-africain ont en commun les 3 critères par lesquels j'ai commencé par définir l'apartheid. Mais les concepts différents que j'ai utilisés par après et qui montrent les autres processus en cours, le sociocide, politicide, épuration ethnique, je crois que ce sont ces dimensions-là qui distinguent sévèrement et de manière très grave et très profonde les 2 apartheids, les 2 situations. Car, à mon avis, et Michael devra me confirmer si c'est le cas, dans ce qu'il a dit, j'ai déjà compris que c'était un peu le cas, à mon avis, on ne trouve pas de manière essentielle dans l'apartheid sud-africain ces aspects de sociocide, de politicide et d'épuration ethnique. On y trouve la séparation, on y trouve les droits inégaux et toute une série de choses, mais pas ce que... Et ces diverses dimensions rendent évidemment particulièrement difficile et compliquée la sortie de l'apartheid. Ces dimensions sont liées, à ma connaissance, et à l'avis de beaucoup, à la nature profonde de ce que j'ai appelé tout à l'heure le sionisme idéologique et politique, qui est articulé sur 2 principes clés. 2 principes qui se renforcent mutuellement et qui ont été exprimés très clairement par les fondateurs du sionisme et qui sont redits aujourd'hui, parfois avec force, avec clarté, parfois de manière beaucoup plus douce,
par des dirigeants israéliens aujourd'hui, le plus de terres possible avec le moins de Palestiniens possible sur cette terre. Les stratégies alternent avec les circonstances. Tantôt on valorise la séparation, tantôt l'expulsion ou tantôt l'épuration ethnique. Et on multiplie et on rend plus sophistiqués les moyens matériels, administratifs, juridiques, diplomatiques, dans un sens ou dans l'autre. Alors, dernier point, quelle voie proposer? Et c'est là que je vais déboucher et reprendre à la fin 2 ou 3 pistes qui ont été évoquées par Michael, mais je vais d'abord évoquer celles auxquelles moi j'ai pensé, en m'inspirant bien sûr de toute une série de rapports, de recommandations, de résolutions que l'on trouve à peu près dans tous les rapports officiels et officieux. La première chose, bien sûr, je vois 3 choses. La première chose, je crois que les voies et les pistes issues du droit international et du respect de ce droit, entre autres en ce qui concerne les crimes d'apartheid, sont dits, répétés et répétés à nouveau dans tous les rapports, de manière de plus en plus précise. Les derniers rapports de Richard Falk sont assez clairs à ce sujet, le rapporteur spécial des Nations Unies. Les pistes, les voies, les paramètres de Clinton, etc., tout ça c'est connu. Il manque une chose, la volonté politique de les mettre en œuvre, de les appliquer. Les concernés, tous ceux qui sont concernés par la mise en œuvre, n'ont que le choix parmi tous les pistes et les moyens, en tout cas indiqués par le droit international. Ça ne se passe pas. La volonté politiquement, donc, intervient ici l'autre dimension, le relais des sociétés civiles. Et c'est là que, intervient aussi le mouvement de boycott des investissements sanctions, en parallèle à ce mouvement de boycott que j'ai vécu dans les années 60 et 70, et sans doute plusieurs d'entre vous, lorsqu'il s'est agi de l'Afrique du Sud, lorsque les instances politiques faillissent complètement à leur devoir impérieux, imprescriptible. Il n'y a pas d'exception. C'est indiqué, c'est clair. Lorsque cela ne se passe pas, c'est aux sociétés civiles à prendre le relais et le mouvement boycott des investissements sanctions n'est qu'une des manières parmi d'autres, est un moyen, ce n'est pas une fin, un moyen parmi d'autres, que les sociétés civiles se sont données depuis 2005 à l'appel de 150 organisations palestiniennes. B, D et S. Boycott des produits. Des investissements des entreprises qui investissent en Israël et d'abord dans les colonies, mais éventuellement même, si on réfléchit davantage, dans le reste d'Israël. Et sanctions, la mise en œuvre des sanctions dont les moyens existent. L'accord d'association qui relie Israël et l'Union européenne prévoit, article 2, et donne le moyen, puisque respect des droits de l'homme, respect de la démocratie. Les sanctions ne sont pas appliquées. Ce mouvement est en train de s'élargir géographiquement, quantitativement, qualitativement. L'Union européenne, en juillet dernier, l'Union européenne, dans les divers conseils européens des dernières années, est devenue de plus en plus claire. Conseils européens qui ont lieu souvent au mois de décembre. Le Conseil européen de 2012 était très clair. Et en 2013, juin, l'Union européenne a sorti ce qu'on appelle les guidelines. Les guidelines, c'est-à-dire des directives qui sont données pour l'attribution des subventions européennes à des organismes, à des institutions, à des entités israéliennes. Pour la première fois, on dit clairement, c'est dit, on dit plus clairement, c'est dit dans les conseils européens, mais on dit beaucoup plus clairement que ces subsides, que ces subventions ne peuvent pas aller aux entités qui se situent dans les colonies israéliennes, ne peuvent pas servir donc la colonisation et l'occupation. Les Israéliens ont levé les bras au ciel en disant c'est un boycott, comme on a dit ici à Luxembourg il y a 2 semaines, lorsque la caisse de pension, lorsqu'il s'est révélé que une des caisses de pension ici au Luxembourg avait une liste
sur laquelle se trouvent 61 entreprises qui ne peuvent pas recevoir les subsides de ce fonds de pension. Et dans ces 61, il y en a 9 qui sont israéliennes, 5 banques bien connues, Apoalim et les autres, et plusieurs entreprises, dont l'entreprise Elbit System, qui est ici à Luxembourg, et qui fabrique des composants pour les armes, pour les systèmes de communication, etc. Et alors on les a accusés de vouloir boycotter Israël, que c'était une honte. Le monsieur, le responsable, a réagi en disant « Je ne fais qu'appliquer les critères éthiques que devraient appliquer toutes les autres institutions du même genre. » L'Union européenne, en prenant la décision qu'elle a prise, ne fait qu'appliquer les directives qui sont les siennes. Voilà. Mais je crois que, et je vais bientôt terminer, aussi longtemps que le projet israélien fondamental, aussi longtemps, et s'il est celui que nous avons dit tout à l'heure, il est évident que rien ne changera profondément. On ne peut sortir, et là je commence à rejoindre certaines choses que Michael a dites, on ne pourra sortir des impasses répétées, des négociations qui n'aboutissent pas, des spirales aggravantes de la situation sans qu'il y ait de changement profond de paradigme, d'approche, de manière d'approcher le vivre ensemble de ces deux peuples. Mais si le projet israélien reste celui qui est à l'œuvre aujourd'hui, on ne peut pas en sortir. Parce que le projet que je vois à l'œuvre, à travers ce que je viens de vous dire, ce n'est pas du tout de coexister, de faire coexister deux populations. Ils les séparent, ils les exterminent à petit feu, ils les font mourir à petit feu, exactement comme Dov Weiglas disait il y a 4 ans ou il y a 5 ans, un des grands responsables israéliens, mettez-les dans un pot à conserve, vous fermez le capuchon et de temps en temps vous l'ouvrez pour qu'ils respirent encore et qu'ils ne meurent pas. Si c'est ça le projet, on n'en sortira jamais. Donc, changement de paradigme. 3 choses m'ont frappé lorsque j'ai relu l'histoire d'Afrique du Sud et un des livres qui le retrace. 3 moments ont été importants. Le jour où Mandela est sorti de prison fut un très grand jour pour tous les Sud-Africains, pour les Noirs bien sûr, mais je crois aussi pour les Blancs. Résultat, entre autres, des pressions internationales. Mais aussi le jour où Frédéric de Klerk a compris qu'il fallait changer de modèle et de règles du jeu, et donc changer la Constitution. Mais aussi et encore le jour où les Sud-Africains noirs et les Sud-Africains blancs et les autres minorités ont accepté de vivre ensemble sur un pied d'égalité. Vivre ensemble avec des droits égaux. C'est une des grandes questions aujourd'hui en Israël, avec les mêmes droits sur un même territoire. De nombreuses autres voies et pistes doivent relayer celle-ci, ou les précéder ou les accompagner, le changement de paradigme. Michael nous parle de la guérison des mémoires, de la réconciliation. Ces étapes sont indispensables, elles sont nécessaires, elles seront nécessaires. Mais dans le cas qui nous occupe, elles deviendront indispensables une fois que et après que ce retournement de perspective aura eu lieu. Mandela, il est allé aux négociations. Rappelez-vous, ceux qui ont vu le film, la première fois qu'il a rencontré, il a été clair. Il n'a pas bougé d'un once sur les droits fondamentaux. Je crois que c'est vraiment important. Après, dans les négociations, et Michael a parlé de la capacité de négociation qui a joué en Afrique du Sud, qui ne joue pas en Israël et Palestine. On n'a pas affaire à de vraies négociations. Oslo n'était pas de vraies négociations. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce qui se passe entre Kerry, les Américains, les Palestiniens et les Israéliens, c'est un retour en arrière même. Regardez le contenu de ce qui est annoncé dans la presse pour le moment. C'est un retour en arrière par rapport à 2002, à 2000, etc. Apprendre à négocier, apprendre à vivre ensemble et, je crois, je termine par là,
tant que les Israéliens, je dis bien les Israéliens, pas seulement les Juifs qui vivent en Israël, mais les Israéliens, surtout les Juifs, se percevront comme des Occidentaux, comme des Européens vivant au milieu du monde arabe, tant qu'ils n'accepteront pas de vivre dans le monde arabe avec les Arabes, comme cela a été proposé par la Ligue arabe il y a quelques années, je crois qu'on n'en sortira pas. Et c'est encore un ancien ambassadeur d'Israël qui était ici à Luxembourg il y a quelques années, qui a expliqué, j'oublie son nom maintenant, il était au CCRN, là, il a dit une des grandes erreurs dans les années 30 et les années 40, hein, c'est que les communautés juives qui sont arrivées en Israël à ce moment-là se sont repliées sur elles-mêmes. Ça a été l'invention du travail juif, etc., etc. Histoire qui a été bien rapportée aussi par Eyal Sivan. Vivre ensemble, se reconnaître mutuellement et accepter de vivre ensemble au Proche-Orient, juifs, non-juifs, arabes, musulmans, etc. Voilà, c'est par là que je termine, Michael, et que je te repasse la parole quelques minutes pour réagir à ce que moi je viens de dire, oui, et puis pouvoir enclencher la discussion avec nos amis là. Merci beaucoup. Je vais juste faire quelques commentaires. En Afrique du Sud, le Conseil des Églises en Afrique du Sud a dû enquêter si Israël était coupable d'un crime d'apartheid, comme il existe selon les termes de la Convention. Ils ont fait cette recherche, ils en sont arrivés à cette conclusion, qu'ils l'ont fait. Donc la recherche a été positive pour le Conseil. Deuxième chose, il y a une différence entre la réconciliation entre individus et la réconciliation avec un système. Il y a beaucoup d'Israéliens juifs et de Palestiniens qui se cherchent, qui cherchent le contact. Et mon expérience, c'est pas uniquement dans Israël-Palestine, mais dans beaucoup d'endroits dans le monde où il y a une société injuste, où les gens des deux côtés, donc il y a un conflit, quand ils se cherchent, ils se trouvent, ils se joignent ensemble contre l'injustice. Car il y a une sorte de fausse réconciliation qui a été faite par certaines personnes en Afrique du Sud, dans les années 80 par exemple, quand des chrétiens noirs et blancs buvaient du thé ensemble et chantaient des chansons noires et blanches, et les noirs repartaient dans leur situation de citoyens de deuxième catégorie, et les blancs retournaient dans leurs vêtements d'oppresseurs. En tant qu'institut qui travaillons sur la mémoire, nous croyons en un un réseau international pour la paix. Et ça a commencé par des familles du 11 septembre. La paix pour demain, ça s'appelle. Des gens qui ont perdu leurs aimés, leurs proches, dans les événements du 11 septembre. Et ils ont dit à leur gouvernement, vous ne pouvez pas faire la guerre au nom de nos enfants. Vous ne pouvez pas les utiliser. Et bien sûr, les États-Unis ont été en guerre au nom de leurs enfants, ils n'ont pas respecté. Il y a de nombreux groupes dans de nombreuses parties du monde qui ont fait des réseaux pour la paix internationaux. Et ce qui nous unit, c'est que les gens qui ont souffert directement de la violence politique ont choisi de répondre d'une manière pacifique à la violence. Et que des membres de notre réseau c'est le cercle des parents israéliens et palestiniens. Donc il s'est créé
de parents, aussi bien israéliens que palestiniens, qui ont perdu des proches dans ce conflit politique. Et je sais qu'ils ont été impliqués dans des manifestations contre la colonisation illégale. Donc, des parents israéliens qui ont vu qu'il y avait une injustice fondamentale sur ce qui a été fait aux Palestiniens. Et ensemble, ils se sont découverts une humanité commune. Car la chose terrible, sur toutes les formes d'apartheid, on ne se rencontre pas en tant qu'être humain. On est capable de le démoniser et de déshumaniser l'autre. Mais c'est uniquement en se rencontrant en Afrique du Sud, nous pouvions participer ensemble en tant que personnes. Et donc ça c'était important, comme de la communauté religieuse par exemple. Et ça nous a galvanisés pour une société plus juste. D'où je viens, je suis concerné par empêcher les répétitions. Par exemple, quand je suis au Rwanda, comment on arrive à prévenir, à empêcher le génocide de demain? Le temps de la réconciliation n'est pas encore venu. Il faut qu'il y ait d'abord des négociations justes. Mais c'est important que des Palestiniens et des Israéliens soient sur cette route de la réconciliation. Quand Nelson Mandela est sorti de prison et a dit « il est temps d'y arriver », donc c'est vraiment très important qu'il y ait des gens, des leaders, à n'importe quel niveau de la société, qui ont une vision d'une société commune, avec des gens qui vivent ensemble, en paix. Et seulement avec la paix peut venir seulement de la justice. Mais, alors le pape, si vous voulez la justice, il faut travailler pour la... C'est important, si vous voulez la paix, il faut travailler sur la justice. Oui. Micro. Je voudrais réagir encore à 2 ou 3 choses et insister sur leur importance dans ce que vient de dire le père Michael. Vous avez parlé tout à l'heure du passage en Afrique du Sud de nationalisme, exclusivisme, vers combat pour l'unité et l'inclusion. Inclusion. Je crois que ce que j'ai dit il y a quelques minutes sur la volonté de vivre ensemble avec des droits égaux, je crois que ça va dans le même sens. Et je crois qu'il y a de la part et des Palestiniens et des Israéliens à, aviver, à mesure que des négociations réelles auraient lieu, à aviver cette volonté. Et cette volonté qui devrait pouvoir déboucher sur la vision d'une société commune. Deuxième chose que je voudrais dire... Oui. Sorry, there's a technical problem. The sound is going on and off. Sébastien, ça va? It does now. Thank you, Sebastian. Thank you. It's okay. You don't look sorry, but I know you are. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est sur l'importance de la reconnaissance de la souffrance de l'autre, sans victimisation. En Israël-Palestine, il s'est passé, bien sûr, la guerre de 47-48, 49, il s'est passé la Nakba, il s'est passé l'expulsion, fuite, etc., de 800 000 Palestiniens qui ont donné naissance à 3,5 millions de réfugiés. Cette souffrance-là devra absolument être assumée, reconnue par les Israéliens. Ils en ont été très près à Taba en 2002.
ils en étaient prêts. Comme les Palestiniens devront certainement reconnaître les souffrances qu'ils ont infligées aux Israéliens dans les attentats suicides, etc. Mais donc le passage par la reconnaissance de la souffrance de l'autre me paraît une étape indispensable. Et si elle n'est pas franchie, il y aura toujours au fond du cœur du peuple et de chaque personne, quelque chose qui n'est pas guéri. Et c'est la guérison, ce n'est pas oublier, c'est assumer. Et donc la vision d'une société commune, ben, moi je la vois dans cette direction. Dernière chose que je voudrais dire, c'est en même temps une question que je vous pose, Père Lapsley. Aujourd'hui, ce qu'on demande en plus et de neuf aux Palestiniens par rapport à ce qu'on exigeait d'eux jusqu'il y a quelques années est absolument incroyable. Pour moi, c'est incroyable. On a exigé d'eux, et c'était normal, c'était compréhensible peut-être, qu'ils reconnaissent l'État d'Israël. Ça a été fait, ça a été refait. Reconnaître l'État d'Israël, oui. Aujourd'hui, ce qui est demandé par Netanyahou et les colons et d'autres, ce qui est demandé officiellement, même dans les négociations avec Kerry, c'est le 4e ou le 5e point, et que nos dirigeants occidentaux ne regardent pas d'une manière tellement critique, c'est reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. What is this? Je vais vous demander de reconnaître le caractère catholique de l'État luxembourgeois, le caractère musulman de l'État français. Of course. Ah, voilà. Alors, je me demande, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que je devine? Nous devinons bien ce qu'il y a derrière, hein, les peurs qu'il y a derrière. Je crois que le point que vous faites est important. Quand vous avez parlé de l'apartheid, pour nous, en tant que chrétiens, à propos du crime d'apartheid, a été fait au nom de la chrétienté, hein? Car l'Église chrétienne, elle a donc, quand Nelson Mandela est devenu président, la cérémonie d'investiture de la présidence, il y avait des hommes de culte hindous, juifs, musulmans, bouddhistes, toutes les confessions. Toutes les traditions, la tradition spirituelle a eu le même honneur et respect. Et ça, c'est très important du côté de notre réalité. Mais nous devons savoir ce qui a été fait en notre nom en tant que chrétiens. Mais merci de parler de ce point, car c'est important. Si nous voulons vivre en paix, nous devons reconnaître l'humanité de l'autre. Et cela, c'est une grande chose de Nelson Mandela, qu'il a compris les aspirations de tous les Noirs et les désirs. Mais il a également compris les peurs des Blancs. Il les a compris. Et quand il est devenu président, chaque jour, nous le voyons acté comme président de tous les Sud-Africains, de tous les individus, par des exemples concrets au quotidien. Et cela nous a menés à vivre ensemble, en paix. L'État d'apartheid faisait tout pour que les Noirs n'existent pas. Nelson Mandela n'a jamais agi de la sorte voilà, tout le monde pouvait vivre ensemble sur une base égalitaire. Donc c'était des challenges que tout le monde doit faire. Une partie du problème. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas
quelqu'un d'honnête pour la paix entre Israël et la Palestine. Leur politique envers Israël n'est pas décidée par les Américains, mais par l'AIPAC, le lobby pro-israélien. Donc, les États-Unis ne sont pas un arbitre honnête du conflit entre la question israélo-palestinienne. Et en plus, les États-Unis sont le principal le référent pour les négociations. Donc les Palestiniens n'ont aucune chance d'avoir une solution. Donc ça fait partie du problème. Un groupe que je n'ai pas mentionné. Les Israéliens, les refusniks, c'est pas des pacifistes, hein, et qui ne veulent pas servir les refusniks. Nous avons besoin de montrer ces gens, de faire entendre ces voix, car c'est extrêmement important. Et cela nous empêchera d'avoir une guerre religieuse. Et cela permettra d'avoir une résurgence de l'antisémitisme. C'est très clair. De Klerk a eu un rôle important dans l'histoire. Donc de Klerk a libéré Mandela et a commencé les négociations. De Klerk était un raciste très intelligent. Il n'a pas vu le Seigneur. Il n'a pas dit que c'était un mauvais système. La pression était trop forte en Afrique du Sud. Voilà ce qui a fait changer. Il y a une pression qui a été trop forte. Donc il y a les politiques qui sont bougées. Et la communauté internationale a été en solidarité avec. Et donc, les gens en Afrique du Sud, ce qu'ils ont articulé, c'est que nous, dans notre cas, nous allons libérer l'Afrique du Sud. Vous, la communauté internationale, vous pouvez réduire notre conflit de manière non violente. Voilà, si vous voulez soutenir les Palestiniens, c'est d'une manière avec le BDS, par exemple. Le BDS, boycott des sanctions. C'est pour ça que nous, les Sud-Africains, nous identifions avec le boycott, car nous savons que c'est un outil pacifique qui est dans les mains des citoyens. Peut-être que je suis prisonnier de l'espoir, mais je dis souvent qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas eu un Nelson Mandela. Il y a eu de nombreux Nelson Mandela et je les ai rencontrés à tous les niveaux de notre société. Donc, nous savons que le gouvernement israélien est de plus en plus à droite. Il ne peut pas aller plus à droite, peut-être même. Mais le besoin de Nelson Mandela en Palestine, en Israël, c'est très important. Mais je suis sûr qu'il y en a. Mais ils ont besoin d'émerger pour le futur. Si nous voulons empêcher une guerre qui continue, il faut que nous ayons des gens qui comprennent l'humanité de l'autre, les difficultés. Plus le conflit sera long, pire ce sera car il y aura de plus en plus de blessures. Et merci pour ces manifestations à l'époque à Melbourne. Une chose à ce que vient de dire Michael. Je crois qu'il ne faut pas considérer Mandela comme un messie. Mandela et les autres Mandela dont Michael a parlé, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient fait aussi tout un travail de longue haleine en prison et à l'extérieur de la prison.
Et je crois qu'il y a en Israël et en Palestine aujourd'hui des gens qui se préparent, sans le savoir, hein, mais qui se préparent. Nous en connaissons. Hein, mais il faut que la pression de l'extérieur joue suffisamment. Elle commence à jouer. L'apartheid, ça a pris combien de temps? Le mouvement de boycott, il est commencé en 2005. Il y avait déjà d'autres pressions avant. Mais donc, il ne faut pas attendre un messie. C'est dangereux d'attendre les messies. Hein, parce que alors on prend comme messie des gens qui n'en sont pas. Mais il faut leur donner le terrain dans lequel ils vont pouvoir se... To give them the field where they can. Maybe you can do another comment about the ongoing violence. Pardon. Pourquoi l'ANC a arrêté le combat armé? Ça, c'est quand même important. Car le PLC, qui disait un colon, une balle. Donc, tout dit, il faut négocier. Ces négociations ont commencé. Et cette organisation, qui plus tard a pris 1% des voix, le PLC, donc, qui était violent, a attaqué les gens dans des golfs, ils ont été dans des églises, avec des mitraillettes, ils ont mitraillé des gens, ils ont été des hôtels, donc ils ont pratiqué le terrorisme. Donc, la majorité menait des négociations et nous ne pouvions pas empêcher ce genre de pratique d'extrémistes, d'attaques extrémistes. Donc, le point que je fais, car ils n'ont pas arrêté, ça ne veut pas dire que la majorité était d'accord avec cela. Et donc, je suis sûr qu'il y a de nombreux Palestiniens qui disent non, 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 non. Donc il faut être attention, il faut faire attention. Que la plupart des gens ne sont pas en soutien de ça. C'est précisément, alors qu'il y a la colonisation continue, etc., et c'est ça qui fait qu'il y ait de l'extrémisme. C'est ce fait qu'il y ait des gens, des jeunes gens, qui agissent de manière désespérée. Et bien sûr, ça n'aide pas, mais on peut le comprendre de cette manière. Une autre réaction. Vous savez, quand Nelson Mandela est sorti de prison, il a dit le gouvernement doit négocier. Les gens disaient, mais il est resté en prison trop longtemps, non, Mandela, il est devenu fou, il ne faut pas négocier. Donc, je pense que dans l'histoire, on le voit en Afrique du Sud, les temps des élections, on va tous se tuer. Ils disaient ça à l'époque, on va tous se tuer. Et certains blancs ont été acheter des conserves, des tonnes de conserves. Des tonnes de conserves d'haricots. Donc ils disaient, il n'y a aucun espoir, il va y avoir la guerre. Donc les gens faisaient des réserves. Mais les gens ordinaires doivent peut-être faire ce qu'ils ont fait. Comme au Libéria, plus de sexe jusqu'à ce qu'il y ait des négociations. Voilà, comme ça aurait pu changer rapidement. Mais sérieusement, il va venir un moment, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps où la population dit à ses leaders, il faut négocier, on ne peut plus. Je suis totalement d'accord. Je comprends qu'on peut être désespéré par ce qui se passe au Proche-Orient, surtout avec la situation, et particulièrement par l'extrémisme de la politique israélienne. Mais pourtant, je vois qu'il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va forcer ses leaders politiques. Il faut négocier. Tous nous devons nous rappeler qu'il y en a qui profitent de la guerre. Certains sont intéressés parce qu'ils gagnent de ces conflits. Et on pense particulièrement aux ceux qui vendent des armes, les usines d'armes, qui donnent des armes
aux deux côtés, ils gagnent de l'argent. Donc les pays qui fournissent les armes, ça vient des pays occidentaux. Ceux qui siègent au Conseil de sécurité, c'est eux qui le donnent. Eux, ils ont des intérêts, malgré ce qu'ils disent. Hein. Ils ont intérêt à ce que les conflits continuent, parce que ça rapporte énormément d'argent. Donc, moi, mon espoir, il vient de la base. Il vient de la base. Ça peut changer. Donc nous espérons cette résurgence. Mais il ne peut pas y avoir de paix avec les Palestiniens qui ne reçoivent rien. Car cela juste... ça va être les guerres de demain. Ça va créer la guerre de demain. Et il faut quand même voir qu'il y a des espoirs du côté des États-Unis. Avec AIPAC, qui contrôle la politique américaine. Donc le lobby israélien le plus important. Il y en a d'autres. Groupes des juifs progressistes qui veulent changer cela, qui sont très impliqués pour les droits des Palestiniens. Ça ne vient pas venir assez vite, mais ça existe. Ça existe. Je complète en disant, effectivement, je crois que pour le moment, et depuis Oslo, il n'y a pas eu une seule fois de vraie négociation. Et comme Michael l'a dit, comme le disent des commentateurs dans les journaux aujourd'hui, les USA ne sont pas un vrai broker, un vrai partenaire, un vrai médiateur. On n'ose pas négocier. Surtout, je crois que surtout les Israéliens n'osent pas négocier. Je dirais un mot des Palestiniens. On n'ose pas négocier. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs réelles et des peurs imaginaires et des peurs orchestrées. Et le fait de vouloir proposer la reconnaissance de l'État d'Israël comme un État juif, c'est renforcer les murs, c'est renforcer la forteresse et c'est mettre le ghetto comme un modèle de société. Je crois que c'est vraiment la porte de sortie la pire qui soit imaginable. Et donc, comme le disait aussi Michael, les choses commencent à bouger quand on pousse, quand on le pousse, que ce soit les pressions internationales, elles commencent petit à petit, que ce soit les pressions des mouvements à l'extérieur d'Israël et à l'intérieur d'Israël. C'est vrai que nous connaissons beaucoup d'associations et de gens qui luttent en Israël et qui prennent des risques énormes et qui vont en prison parce qu'ils prennent ces risques. Comme, nous connaissons bien les familles endeuillées, etc., tous ces gens qui ont pris des risques très forts. Et donc, je me rappelle à nouveau, Mandela, il a pris un risque quand il a demandé aux Noirs de ne pas tuer les Blancs, quand il a essayé de casser la guerre civile qui s'annonçait. Il a pris un risque énorme. Et de Klerk, il a pris aussi un risque énorme en entrant en négociation et en ne sachant pas très bien où il allait. Et je crois qu'un des aspects qui était aussi mis en évidence aujourd'hui, la confiance n'y est pas. Et il faut qu'il y ait une confiance retrouvée. Il y a eu des infimes morceaux de confiance à un certain moment, mais la confiance n'est pas du tout là. Donc, revitaliser la confiance, continuer les pressions internationales et notre travail à l'image des mouvements sud-africains, notre travail ici à Luxembourg et en Europe, il faut le continuer pour que les Palestiniens et que Israël aillent vraiment aux négociations. Oui, question, encore une question? I'm not suggesting that we have a moral right to tell oppressed people what to do. Mm-hmm. When we analyze politically, we may say this is helpful or this is unhelpful. That's quite different from our rights to tell people who are oppressed. And my point is that
the longer the conflict goes on, the longer there's no just settlement, the more we're going to see the growth of greater and greater extremism. And the wounds will get deeper and deeper and will be harder and harder to heal. I think from where we sit at a vantage point is why we in South Africa, we're not sending arms to Israel or Palestine, but we are supporting wholeheartedly the boycott and divestment movement. You see, I well remember our conversations that many of us had when we came to Europe during the struggle years, where people would say to us, we don't support your armed struggle. Europe had suddenly become pacifist. And we're all pacifists, and we don't think it's a good idea for you to use arms. You know, that's fine, we understand that. Then boycott us, boycott us. Mm-hmm. And then they said, no, they wouldn't. So we said, okay, fine, it's clear, it's because you're racists. Because in fact it is black people struggling for their fundamental rights. So I'm entirely sympathetic, my brother, to what you're saying and the way you are, describing it. And so what tools do we have? Well, the boycott is in fact a tool, a non-violent tool sitting in Luxembourg that we have. So you let us use that tool, but also, we had these wonderful leaders, not just like Nelson Mandela, like Oliver Tambo, who led us in exile, like Desmond Tutu. We need a different kind of evangelist who will educate our populations. And I know because of the Holocaust, because of the reality of anti-Semitism across centuries, it's not an easy conversation to have in Europe. And correctly, there is a depth of guilt about our responsibility in Western country and Europe for what happened in the Holocaust. And that bedevils the debate, and that prevents us from seeing what the cause of justice is. But during the struggle against apartheid, we mobilized the whole human family against apartheid. And you could go to any country in the world and you would find people who are against apartheid. The time has come for that to happen with Israel. We have to mobilize, but to do that mobilization, we have to educate and educate and educate. And I know in the South African population, that huge billboard that simply showed the map, all it did was show the map, that said 1948, 1967, 2014. It said everything about the fundamental injustice that is involved for the Palestinians. But people have to understand why what is happening in Israel is committing the crime of apartheid. It mustn't simply be a slogan, it must be matched by experience. Mm-hmm. What strikes me is that when I hear black South African leaders talking about Palestine, they have been changed by their experience of going there. So there is a great value for delegations to go there and to see with their own eyes and to listen to the pain of the Palestinian people, but to see objectively what is happening at the checkpoints and the wall and the land grabs, and then come back and educate local populations about it. Vous nous encouragez très fort dans notre travail ici à Luxembourg. Et tous les autres mouvements, mais toutes les organisations, pas seulement nous, la CAT, puisque la CAT travaille aussi contre la torture, et Amnesty International, etc., nous devons continuer. Je voudrais seulement dire une chose en rapport avec ce que vous dites. Je me rappelle l'une des premières rencontres qu'on a eues avec le ministre Asselborn, qui disait, il y a 5-6 ans, oui, mais il ne faut pas venir avec les sanctions, sinon les Israéliens quitteront la table des négociations, etc. Mais je crois que depuis les années où les politiques israéliennes sont impunies, les Israéliens sont encouragés à continuer ce qu'ils font. Ils ne sont jamais sanctionnés. Vous savez ce que c'est. Bon, je m'excuse d'utiliser la comparaison avec les enfants, mais on le sait. On le sait, si par rapport à la rupture d'un contrat et d'un droit, il n'y a pas sanction, eh bien on continue.
Israël continue et continuera s'il n'y a pas pression et sanctions. Et donc, je crois que c'est l'inverse de ce que disait M. Hasselborn à l'époque. Je crois qu'il ne dirait plus la même chose que ce qu'il disait à l'époque. Hein, qu'il faut dire, c'est il faut punir et sanctionner, enfin, par le boycott et par les autres moyens dont on a parlé, pour qu'ils se rendent compte, oui, quand même, ouais. Parce que sinon, nous inversons les choses. Madame, et puis on clôture. She is speaking about the campaign who began in Robben Island to free Marwan Barghouti and the other prisoners from the Israeli jails. But that campaign began symbolically in Robben Island. Robben Island. Did you hear about that? No, but that's more a reflection on me that I live on an aeroplane. And I think it was very appropriate that they used Robben Island as symbolic. I mean, it's a diversion, but you know, President Obama came to Robben Island and came to the cell and talked about how terrible it was that people were in prison. And meanwhile, they keep 5 Cubans in prison in the United States. So I think it's important that we make these connections. But yes, I have no doubt that it was there, but I was probably on the way to Luxembourg or somewhere at the time. Bien, je crois qu'on va en rester là parce que l'heure avance. Je vous invite à remercier et à applaudir chaleureusement le Père Michael pour ce qu'il nous a apporté ce soir. Oui, voilà.